quand tu attends vraiment quelque chose avec impatience, comme depuis longtemps peut-être, obtenir ton diplôme, décrocher le job de tes rêves ou se marier? Est-ce que tu te surprends parfois à penser « Une fois que j'atteindrai ça, je vais être tellement plus heureux que je ne le suis maintenant. » Et une fois que tu y es, c'est un super sentiment, tout est excitant et nouveau, et tu te sens vraiment heureux au début. Mais généralement, bien plus tôt que ce qu'on pourrait penser, tout ça commence à s'estomper. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu ne te sens pas plus différent qu'avant. Tu te retrouves à te demander, n'était-ce pas censé me rendre heureux? Qu'est-ce qui se passe ici? Et comment est-ce que je peux régler ça? Salut, bienvenue sur Humanicity. Je suis Tim et c'est notre tout premier épisode. Un tas de travail a été accompli pour lancer cette chaîne et nous sommes tellement excités d'enfin le partager avec vous. Notre première série est axée sur le bonheur et notre objectif est de voir ce que nous pouvons apprendre des plus grands scientifiques sociaux et philosophes de tous les temps. Alors sans plus tarder, plongeons-y. Nous sommes en 1961. Le disco était en plein essor, Disney World venait d'ouvrir et les astronautes circulaient sur la Lune. Mais deux psychologues de l'université Northwestern, Philip Brickman et Donald Campbell, étaient occupés à étudier le bonheur, ou plus précisément pourquoi ça ne semble pas durer. Ils ont découvert que les gens qui vivaient de grands changements positifs dans leur vie, comme se marier ou être promus, ressentent une montée rapide de leur bonheur dans les semaines qui ont immédiatement suivi l'événement. Cependant, dans les quelques mois à un an qui suivent, ils retournent généralement à leur niveau de bonheur de base. Le même schéma est apparu avec les événements de vie négatifs. Les revers ou les pertes entraînent une diminution immédiate du bonheur. Mais heureusement, cela ne dure généralement que quelques semaines ou quelques mois avant que notre bonheur ne s'adapte à nouveau à notre point de départ. C'est comme si nous avions un point de réglage du bonheur auquel nous revenons naturellement encore et encore, même si des choses mauvaises ou bonnes nous font varier temporairement. Les psychologues appellent ça le tapis roulant hédonique. Hédonique, du mot grec pour plaisir et tapis roulant. Parce que peu importe à quelle vitesse vous courez, pas grand-chose ne change en termes de bonheur réel. Il s'avère que c'est comme ça que nos cerveaux sont câblés. Vous voyez, à l'époque préhistorique, nos ancêtres ne pouvaient pas se permettre d'être trop à l'aise ou trop malheureux trop longtemps. Nous devions le faire. S'adapter rapidement, sinon nous serions congelés à mort ou mangés par des tigres à dents de sabre. Donc, ceux qui n'avaient pas la capacité de s'adapter sont morts et tout le monde s'est mélangé entre eux. Et finalement, tu es né, tu as appris à marcher et tu es monté sur ton propre tapis roulant hédonique. En conséquence, cet effet est vraiment fort. Brickman et un autre chercheur ont examiné deux extrêmes en 1978, les gagnants de la loterie récents et les victimes d'accidents qui étaient restés paralysés. Au départ, les résultats n'étaient pas surprenants. Les gagnants de la loterie ont signalé un coup de pouce significatif de leur bonheur, tandis que les personnes paralysées étaient compréhensiblement abattues. Mais juste un an plus tard, les deux groupes s'étaient adaptés à leur niveau de bonheur d'origine. La joie des gagnants de la loterie avait diminué, beaucoup d'entre eux évaluant leur bonheur quotidien juste un peu au-dessus de la moyenne, tandis que les personnes paralysées montraient une résilience remarquable, rapportant des niveaux de plaisir et d'épanouissement quotidien proches de la normale. En fait, même lorsque les deux groupes ont été interrogés sur leur avenir, leurs réponses étaient étonnamment similaires. Malgré des circonstances radicalement différentes, les gagnants de la loterie et les victimes d'accidents s'attendaient à des niveaux de bonheur ou de tristesse similaires. À l'avenir, parce que notre capacité à nous adapter est tellement puissante, les circonstances, même extrêmes, ne représentent qu'environ 10% de notre bonheur à long terme, tandis que le reste est façonné par des facteurs comme la personnalité et l'état d'esprit. Ce ne sont pas seulement nos expériences personnelles qui nous maintiennent sur le tapis roulant hédonique, la comparaison avec les autres l'alimente aussi. Tu fais défiler Instagram en voyant à quel point tout le monde semble bien s'en sortir. Tes connexions semblent toutes plus riches que toi, plus belles que toi, et en général, elles passent un meilleur moment que toi dans la vie. Ces comparaisons nous tirent encore plus sur le tapis roulant. On se mesure constamment par rapport aux autres pour comprendre notre place dans la société. Et comme le tapis roulant hédonique, cet instinct a probablement des racines dans la survie. Pour nos ancêtres vivant dans des grottes, évaluer le statut pouvait faire la différence entre appartenir à un groupe et être exclu, ce qui pouvait être la différence entre la vie et la mort. Aujourd'hui, on fait encore ça, mais maintenant on compare le bonheur.
le succès et le style de vie, souvent par rapport à des images et des vidéos soigneusement choisies qui représentent ce que les gens souhaiteraient que leur vie soit, plutôt que ce qu'elle est réellement. Ça crée un piège de comparaison. Même nos réalisations les plus significatives peuvent sembler insuffisantes à côté de l'illusion de vie parfaite. Même les humains les plus élites ne sont pas à l'abri de ce piège. Lors des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, des chercheurs ont découvert que les médaillés de bronze étaient souvent plus heureux que les médaillés d'argent. Ça a l'air bizarre, non? Mais la raison est étonnamment simple. Les médaillés d'argent se concentrent sur à quel point ils étaient proches de l'or, tandis que les médaillés de bronze se sentent reconnaissants d'être simplement sur le podium. Les experts appellent cela la célébrité de la médaille d'argent. En fait, dans une étude sur les Olympiens, des scientifiques sociaux ont découvert que les médaillés d'or et la plupart des médaillés de bronze affichaient presque toujours des humeurs clairement positives, tandis que les médaillés d'argent, eux, affichaient souvent une expression vide ou déçue. Et ceux qui ont réagi ont montré des réponses clairement négatives. Tout est une question de la façon dont nous encadrons nos succès, comparés vers le haut contre comparés vers le bas. Cette pression nous pousse à courir de plus en plus vite sur le tapis roulant hédonique. Ça rend de plus en plus difficile de trouver de la satisfaction dans nos propres vies. En fin de compte, ce n'est pas notre réalité actuelle qui définit le bonheur. C'est l'écart entre ce que nous attendons et ce que nous obtenons. Les experts appellent cela l'écart d'attente. Plus l'écart est grand, plus il est difficile de se sentir satisfait. Des études montrent que les personnes qui se fixent des attentes irréalistes rapportent une satisfaction de vie inférieure de 20 à 30 %, parce que la réalité correspond rarement à la version idéalisée qu'ils ont en tête. Quand on attend quelque chose qu'on désire, un nouveau job, des vacances de rêve, ou peut-être devenir parent, on a tendance à imaginer le meilleur des scénarios, mais ensuite, la réalité s'installe, avec toutes ses imperfections inévitables. C'est toujours bien, mais pas aussi bien que tu l'imagines, et cette déception fait baisser ton bonheur. Ce défi peut être particulièrement problématique dans nos relations amoureuses, qui ont leur propre petit tapis roulant hédonique sur lequel tu dois courir. Les psychologues ont découvert que les nouveaux couples ont souvent du mal lorsque leurs attentes pour la relation augmentent plus vite que la connexion ne peut réellement s'améliorer. Une étude sur 400 jeunes mariés a révélé que les couples qui se fixent des attentes trop élevées connaissent une baisse de 20 % de la satisfaction relationnelle dans les 2 premières années. Au lieu d'apprécier ce qui est bon en ce moment, on se fixe sur ce qui manque en élevant continuellement la barre. Et comme ça, le bonheur devient une cible mouvante. Alors, comment échapper à ce cycle implacable? C'est comme courir après un mirage où chaque pas ne révèle que plus de sable mais pas d'eau. Le bonheur réel et durable est-il juste hors de portée? Eh bien, simplement apprendre sur le tapis roulant hédonique, comme tu le fais en ce moment, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Une fois qu'on réalise que tout tourne autour de l'écart d'attente, on peut se concentrer à la fois sur la réduction de nos attentes ou au moins à les garder réalistes et trouver des moyens d'apprécier notre réalité actuelle, même si ce n'est pas idéal. Du côté des attentes, il faut qu'on fasse quelque chose contre l'effet néfaste de la comparaison sociale. Les psychologues recommandent de limiter l'utilisation des réseaux sociaux, ce qui est un peu évident, et d'être réfléchi sur qui tu choisis de suivre et d'admirer. Commence à prendre conscience quand la comparaison sociale affecte négativement ton humeur. Donc, tu peux ajuster combien tu fais défiler ou te mettre dans des situations où la comparaison sociale est forte. Baisser ses attentes ne veut pas dire devenir un pessimiste. C'est plus une question d'ajuster ton état d'esprit pour embrasser le satisfaisant plutôt que l'idéal. Des recherches ont montré que, comparé à ceux qui cherchent toujours la meilleure chose possible, les gens qui visent le suffisamment bon sont beaucoup plus heureux. Martin Seligman, le fondateur d'une tonne de recherches sur la psychologie positive, est d'accord. Il recommande ce qu'il appelle l'optimisme réaliste, croire en la possibilité de bons résultats tout en se préparant à des défis. Après avoir fait ce que tu peux pour garder tes attentes sous contrôle, tu peux aussi travailler à apprécier le ici et maintenant davantage. Tout commence par ce que tu choisis de faire de ton temps. Pour commencer, les experts suggèrent qu'au lieu de courir sans cesse après des réalisations basées sur ce que les autres te poussent à faire, concentre-toi sur des objectifs qui ont du sens pour toi, celles que tu sais au fond de toi, qui s'alignent vraiment avec tes valeurs et tes forces. Les chercheurs en psychologie positive ont découvert que plus les gens s'engagent dans des activités significatives, celles qui reflètent qui ils sont vraiment, plus ils ressentent un autre type de bonheur. Ça reste beaucoup plus longtemps. Enfin, certaines personnes trouvent le succès en pratiquant activement la gratitude.
Des études ont montré que le simple fait d'écrire chaque jour ce pourquoi tu es reconnaissant dans un journal de gratitude peut augmenter le bonheur jusqu'à 25%. Si tu peux trouver la discipline de le faire tous les jours, tu es peut-être une meilleure personne que moi, mais essaye si tu peux. En fin de compte, il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour toi. Ce n'est pas un scientifique social, mais un poète américain. James Oppenheim l'a dit de cette façon. L'homme fou cherche le bonheur au loin. L'homme sage le fait pousser sous ses pieds. Alors peut-être que le vrai bonheur n'est finalement pas quelque chose à poursuivre. Si c'est vrai, il est peut-être temps d'arrêter de courir et de descendre du tapis roulant. Si tu veux creuser encore plus, nos livres recommandés sur ces sujets sont ci-dessous. Acheter par ces liens aide la chaîne sans aucun coût pour toi. Attends une seconde parce que les choses deviennent encore plus compliquées quand l'argent est en jeu. La richesse, quelle-t-elle le bonheur? Ce n'est pas aussi simple que tu pourrais le penser. C'est le sujet que nous aborderons dans notre prochaine vidéo. Tu peux cliquer dessus ici ou sur le lien ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, reste curieux et reste humain.